Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va consacrer le cours à ce qui est appelé la biointégration. Et on va en fait s'intéresser aux réponses du tissu biologique à l'insertion d'un dispositif fabriqué avec des matériaux qui sont donc étrangers à la structure biologique. On va d'abord regarder quelles sont les réactions inflammatoires qui sont liées donc à cette insertion et implantation du dispositif, de l'implant. On va voir qu'il y a plusieurs phases. Une phase qui s'appelle la phase aiguë, qui est immédiate, quelques jours après l'implantation, et ensuite qui va se transformer dans une phase qui s'appelle une phase chronique, donc qui est une phase qui va être sur toute la durée d'utilisation du dispositif, qui peut être de l'ordre de la semaine, du mois, voire des années. Et on va voir que donc la réponse inflammatoire peut varier et évoluer au cours du temps. On va ensuite explorer quelles sont des stratégies d'atténuation de cette réponse inflammatoire, parce que globalement, elle est négative, en tout cas pour l'utilisation du dispositif implantable. Et ensuite, on regardera aussi quels sont les effets de cette réaction biologique sur le dispositif artificiel, donc sur les matériaux, sur leur intégrité, et puis sur la fonction en fait, du dispositif. Donc tous les exemples que je vais vous donner aujourd'hui sont des exemples qui sont surtout piochés dans la recherche académique, donc pas à partir de tissus ou de dispositifs qui sont utilisés chez l'homme. Donc pour juste nous rappeler, donc je vais me concentrer surtout sur la réponse inflammatoire sur le système central et en particulier sur le cerveau, parce que c'est là aussi où on a le plus de substance en fait, au niveau des réflexions et des stratégies qui sont explorées sur les développements et la compréhension en fait, de cette interface dispositif artificiel et tissu biologique. Donc pour vous rappeler ce qu'on a vu dans les cours précédents, on a donc dans le système central, on a toute une collection de cellules qui évoluent autour des neurones. Donc on a les neurones qui sont en général myélinisés par ces cellules spécialisées qui sont les oligodendrocytes, mais on a aussi beaucoup de cellules de support comme les astrocytes, qui, elles, ont un rôle important avec la vascularisation et donc l'apport d'oxygène et de nutriments aux cellules. On a aussi des cellules qui sont les cellules de soutien, les cellules de support, qui sont les microglies et autres dans le système. Donc ça, c'est une représentation dessin. Ici, vous avez une vue en coupe que je vais vous faire voir sur plusieurs évolutions en fait, de l'implantation. Donc juste pour qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on regarde. En fait, ici, on a une vue donc, dans la longueur et la profondeur en fait, du cortex. Donc, on a la surface du cerveau va être ici, puis on regarde ce qui va se passer dans la profondeur, donc quelques millimètres à l'intérieur du cortex. Donc, ça, évidemment, c'est un dessin. En rouge, on a la vascularisation avec différents types de systèmes vasculaires avec des diamètres plus ou moins importants. On met en avant ici la microvasculature, on a vu, qui est très importante au niveau du cerveau. Les points verts correspondent aux neurones, donc au noyau cellulaire des neurones. Et ensuite, les différentes couleurs correspondent aux cellules de microglies, les macrophages et les astrocytes. Donc ça, c'est la photo, si vous voulez, du système avant l'implantation et l'insertion en fait, d'un dispositif dans le cerveau. Donc on va voir en fait que le procédé de réaction du système nerveux et du tissu biologique à l'insertion de l'implant va avoir lieu, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en plusieurs phases. Donc la première est ce qu'on appelle la phase aiguë, donc ce qui arrive immédiatement dans les minutes, les heures qui suivent en fait, l'insertion de l'implant dans le tissu. Donc en fait, la conséquence immédiate de cette réponse aiguë, c'est une réponse à l'implantation et la chirurgie même du dispositif. Et puis on va regarder toujours deux paramètres, donc le paramètre abiotique qui est lié à tout ce qui est associé aux structures qui ne sont pas vivantes. Donc abiotique, ça va être tout ce qui est artificiel. Et là, donc, les paramètres qui vont nous intéresser, qu'on va essayer de suivre lorsqu'on va faire l'analyse en fait, de l'intégration du système, c'est est-ce que la géométrie du dispositif va avoir un effet particulier sur la réponse du tissu. Et on a des paramètres qui nous permettent de quantifier et mesurer certaines de ces réponses par l'impédance des électrodes. On a vu que c'était un élément important sur la caractérisation des implants neuronaux, et l'électrophysiologie qui est en fait l'interrogation de la fonction du système nerveux. Et ensuite, on va regarder les réponses biotiques, donc elles qui sont liées au vivant, c'est-à-dire les réponses cellulaires, les réponses du tissu environnement
environnant la structure de l'implant. Et donc là, on va avoir des technologies qui sont liées à ce qu'on appelle l'histologie, qui est une technique en fait, qui nous permet de visualiser et d'identifier les types de cellules qui sont autour de l'implant, et on va pouvoir définir des marqueurs qui vont nous permettre aussi de suivre au cours du temps l'évolution de cette réponse. Donc ça, c'est la phase aiguë, donc premières heures après l'implantation. Ensuite, dans les deux semaines qui suivent l'implantation, on a une phase qu'on va appeler le rétablissement. Donc on va essayer de stabiliser un petit peu la structure, l'interface entre l'implant et le tissu biologique. Donc là, on est dans la zone qui va générer en fait ce qu'on appelle l'inflammation, donc la réponse active du tissu à l'implantation du dispositif. Donc là aussi, les paramètres qu'on a pour moduler et monitorer en fait la réponse, ça va être les effets en fait toujours de l'impédance pour voir l'intégrité en fait de l'implant, et l'électrophysiologie qui va nous permettre à ce moment-là de voir si on continue à mesurer l'information, donc si les neurones sont toujours dans la proximité de l'implant, ou si on a des altérations en fait dans ces mesures d'électrophysiologie, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'interface. Et ensuite, côté biotique, même paramètre que tout à l'heure, on va utiliser l'histologie, donc je reviendrai dessus, on va voir comment est-ce qu'on utilise ces techniques pour définir et suivre l'évolution. Et enfin, on va rentrer dans la troisième phase, qui est la phase chronique, qui, elle, en fait, va vraiment nous permettre de définir sur le long terme, parce que comme on a vu dans les cours précédents, les neurotechnologies implantables sont des dispositifs et des techniques qui vont être implantés chez le patient pour durer des mois, des années, même des dizaines d'années. Donc en fait, c'est important aussi de comprendre la réponse à cette implantation sur le long terme entre l'implant et le tissu. Et là, on a aussi les mêmes paramètres que l'on va suivre au cours du temps. Donc impédance électrophysiologie toujours par la partie abiotique. Et là, on va pouvoir commencer aussi à détecter si la fonction de l'implant est endommagée ou est altérée. On va pouvoir détecter si on a des problèmes d'isolation, donc d'isolation électrique dans la structure de notre implant, si on a des problèmes de corrosion, si on a des matériaux qui commencent à se désintégrer. Et donc c'est des éléments qu'on va suivre en fait au cours de ces étapes. Et ensuite, on a la même chose au niveau biotique. On va suivre quelles sont les cellules qui sont recrutées et engagées dans l'interface implant-tissu. Donc, regardons ce qui se passe quand on insère l'implant. Donc ici, vous avez la même image que tout à l'heure, le même schéma, donc avec le tissu, le schéma du tissu non altéré ou non implanté. Et en fait, sur l'image de droite, on a inséré un implant. Donc ici, vous avez une échelle qui est de 15 micromètres. Donc l'implant, il fait une centaine de micromètres. C'est un paramètre assez classique pour les implants intracorticaux en particulier. Et ensuite, donc, quand on insère cet implant, d'abord, il y a une première réaction immédiate qui est en fait un problème au niveau du flux sanguin, puisqu'on va venir couper, sectionner une partie de la vascularisation qui est dans la zone dans laquelle on pousse l'implant. Et donc, on va créer ce qu'on appelle une ischémie locale au niveau du tissu. Il va en résulter en fait qu'il y a moins d'oxygène, moins de nutriments à l'interface. Il y a aussi une plus mauvaise élimination des déchets toxiques. Et donc, la combinaison de ces trois éléments va promouvoir une réponse inflammatoire autour de l'implant. Donc ça, c'est la première conséquence de l'insertion. Et ensuite, en fonction du type d'implant qu'on va insérer, il y a aussi d'autres phénomènes qui vont agir au niveau de l'interface. Donc, il faut prendre en compte aussi les dimensions. Donc là, je vous ai mentionné que cet implant, il peut être typiquement de l'ordre de la centaine de microns. On se rappelle que le cœur, la cellule, le soma du neurone, il est de l'ordre de 20 micromètres. Donc on n'est pas dans des ordres de grandeur très différents. L'espacement entre les différents capillaires dans le système sanguin, il est typiquement de 50-60 micromètres. Donc on est vraiment dans les mêmes ordres d'échelle dans le cas du rat. Donc cette insertion en fait va aussi créer un mouvement mécanique en fait des tissus. Donc on va avoir des déformations cellulaires, c'est-à-dire qu'on va avoir une certaine concentration, donc ici qui est représentée dans cette zone-là qui est un peu un zoom local en fait de l'interface. On voit que les tissus, les neurones, ils vont être compressés. Sur le long terme, on se rappelle aussi que les tissus neuronaux sont extrêmement dynamiques. On a vu qu'ils étaient en constant mouvement dû à la respiration, à la pulsation sanguine. Donc en fait, quand on a cet objet rigide, ça va vous faire introduire aussi du cisaillement à l'interface entre le tissu
tissu cicatriciel qui va apparaître et l'implant. Donc ça, c'est des paramètres qu'il va falloir prendre en compte, ou en tout cas qu'il faut essayer de compenser ou pallier sur le long terme. Et plus l'implant va être rigide, plus l'implant va être volumineux, en fait, plus ses effets et ses déformations vont être élevés. Donc on va induire en fait une réponse forte à cette insertion. Donc si on regarde un petit peu plus en détail ce qui se passe en fait au moment de l'insertion de l'implant et de la rupture de la vascularisation, en fait c'est très important parce qu'on va rompre la barrière hémato-encéphalique. Donc le système sanguin est séparé du système neuronal, donc on a vraiment les deux systèmes indépendants. Mais lorsqu'on a une fracture ou une rupture d'un des micro-vaisseaux sanguins, en fait, on va avoir une libération et donc un dépôt des protéines plasmatiques qui, elles, sont très étrangères donc, au système nerveux et vont donc déclencher une réponse réactive et inflammatoire du système. Donc, va en suivre potentiellement la mort de certains neurones, ou en tout cas, ils vont être endommagés. Et ensuite, ces systèmes-là, ces réactions, en fait, ce système oxydatif qui est généré à la libération de ces protéines, va en fait activer les astrocytes, donc qui sont des cellules qui sont dans le système nerveux de manière inactive pour la plupart du temps. Mais lorsque ces astrocytes sont activés, en fait, ils vont générer et exacerber l'inflammation. Et ensuite, lorsque cette activation a lieu, ça va aussi réveiller un deuxième type de cellules liées à l'inflammation, ce sont les macrophages, qui elles ont le rôle habituellement un peu de nettoyer l'environnement, donc ils enlèvent les débris et autres structures qu'il y a dans le système. Mais donc plus ces cellules vont être recrutées, donc plus il y aura l'inflammation, et donc on va former ce qu'on appelle une gaine gliale, donc c'est la matrice une cicatrice autour de l'implant qui va en fait isoler l'implant du reste du système nerveux. Donc c'est une structure, c'est une réponse en fait naturelle, innée, spontanée du système biologique et en particulier dans notre cas ici du système nerveux avec le recrutement des astrocytes et des microglies. Donc si on regarde maintenant la troisième version du schéma, où on regarde ce qui se passe une fois que cette activation des microglies a lieu, qui est typiquement dans la première semaine en fait, de la réponse à l'implantation. Donc on observe une prolifération cellulaire, donc l'arrivée des astrocytes et des microglies dans la proximité en fait, de l'implant. Donc ça va former cette gaine qui est un petit peu rosée ici avec les cellules. On va avoir à nouveau un certain bourgeonnement de la microvascularisation. En revanche, toute cette place ici, les tissus ont été déplacés et les axones en fait, qui ont été atteints ou touchés lors de l'insertion, eux par contre vont mourir. Donc en fait on perd les axones qui sont dans la zone proche en fait, de l'insertion. Donc en fait cette cicatrice gliale va repousser les corps des neurones un peu plus loin de l'électrode en fait, qui doit être l'agent de communication de notre implant. Donc ça, c'est un peu le développement pas à pas de la structure qui peut être résumé aussi dans ce schéma où en fait on a une combinaison en temps et en recrutement cellulaire qui va activer et le développement donc, de l'inflammation dans un premier temps par la libération de ces protéines, le recrutement des astrocytes et des microglies et ensuite la fabrication de la structure gliale et donc la fibrose, donc l'encapsulation de l'implant. Donc ce qui est important à noter ici, c'est que c'est un phénomène qui n'est pas immédiat mais qui est déclenché immédiatement. Et il va évoluer dans le temps, donc en fonction du type d'implant, en fonction de la taille de l'implant et en fonction de l'utilisation de l'implant, la structure peut évoluer dans le temps. Donc jusque-là, tout ce que je vous ai fait voir, ce sont des jolis schémas que j'ai empruntés sur des publications chez les collègues. Mais en fait, globalement, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir voir ce qui se passe réellement lorsqu'on implante une structure et dans le cerveau. Donc pour faire ça, pour voir quelles cellules en fait, sont activées et utilisées, on a besoin en fait, de développer des technologies d'imagerie
qui vont nous permettre d'identifier telle et telle cellule à la résolution cellulaire, c'est-à-dire à l'échelle du micron ou de la dizaine de microns. Donc, on va utiliser beaucoup de techniques qui sont liées donc à des protocoles qui s'appellent l'histologie. On fait beaucoup de ces analyses sur des tissus explantés. On a encore peu de techniques aujourd'hui qui nous permettent de voir ce qui se passe en temps réel in situ. Donc beaucoup des analyses en fait sont effectuées sur le temps, mais avec des tissus qui sont explantés. Et lorsqu'on explante un tissu, la première chose à faire, c'est en fait ce qu'on appelle le fixer pour le préserver et pour pouvoir l'analyser ensuite. Donc ce que vous voyez ici, c'est un cerveau complet de rat qui a été donc fixé, donc on utilise une anesthésie profonde dans laquelle on fait une perfusion et qui va nous permettre en fait d'explanter le tissu en préservant en fait sa structure. Et ensuite on utilise un bain de PFA qui est un produit en fait de polymérisation qui va permettre en fait de ponter les protéines, de faire un pontage des protéines, c'est-à-dire de les bloquer de manière covalente pour qu'on préserve en fait l'architecture et la structure des tissus et qu'ils ne se dégradent pas au cours du temps. Donc en fait, on explante le tissu une fois qu'il est perfusé. Ensuite, on fait des bains dans le PFA pour polymériser et figer en fait la structure et l'architecture des tissus. Il y a différents protocoles de rinçage qui sont utilisés. Et ensuite, on peut figer en fait le tissu dans une résine et ensuite on peut le préserver à température très basse, donc sous congélation, et observer les tissus ultérieurement. Donc ça nous permet aussi de faire ces analyses sur le long terme. Et dans beaucoup des cas, on va faire des découpes. Donc on va couper le cerveau en tranches, souvent des tranches d'une dizaine de micromètres, qui vont nous permettre en fait d'observer ce qui se passe au niveau cellulaire à travers de cette tranche. Et depuis peu, on a aussi accès à des techniques de visualisation en 3 dimensions, et je vais vous faire voir les évolutions et ce qu'on peut faire maintenant avec ces deux types de techniques. Mais là, le point important de cette transparence, c'est de dire, voilà, on fixe le tissu, on explante le tissu, on le fixe, on le coupe pour le préserver, et ensuite on peut observer les cellules. Donc, pour observer les cellules, on fait ce qu'on appelle de la colorisation, donc ou de la coloration, pardon. Et donc on va en fait utiliser des protéines qui vont venir se fixer sur les cellules. Et en fonction du type de structure qu'on utilise, du type de protéines, on va pouvoir, elles vont se fixer sur certaines parties de la cellule, sur le noyau cellulaire, sur d'autres éléments de la cellule et sur différents types de cellules aussi. Et donc, une technique de coloration très usuelle, c'est une coloration onicyle qui est en fait souvent caractérisée par ces images bleutées, parce qu'on utilise souvent du bleu de méthylène en fait pour teinter les cellules et faire voir et faire apparaître en fait les noyaux cellulaires, en particulier des tissus neuronaux. Et on va se servir donc de ces images, de ces acquisitions pour ensuite faire de la quantification, essayer de mesurer la densité du nombre de cellules dans la structure. Donc là, vous avez un exemple d'un dispositif qui a été prélevé sur un primate non humain après 52 jours d'implantation. Donc là, c'est une section du cerveau, la surface du cortex est ici. Et on voit sur cette première image qu'on a une zone ici qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus foncée, qui en fait correspond à l'emplacement où était l'implant. Donc ici on a un zoom de la zone ici d'implantation, et on voit donc autour de l'implant on a une concentration plus élevée de cellules du système nerveux. Donc ça nous permet de tracer où était l'implant et de voir aussi qu'il y a une densité de cellules qui est anormalement élevé autour de l'implant. Donc ça, c'est une technique qui nous permet d'avoir une information, je dirais, quantitative, mais pas qualitative sur le type de cellules en fait, que l'on va observer. On voit que c'est dans le système nerveux, mais on ne peut pas distinguer le type de cellules. Pour pouvoir en fait distinguer donc, le type de cellules, on va faire ce qu'on appelle de la coloration sélective en utilisant des
protéines fluorescentes qui vont venir s'attacher en fait sur certains éléments de la membrane des différentes cellules et de manière préférentielle en fonction du type de cellule du système neuronal. Donc on va faire des bains répétés en fait de nos tranches de tissu. On va les exposer à ces différentes solutions en base de protéines. Les protéines fluorescentes vont venir se fixer. Et ensuite, à l'aide d'un microscope à fluorescence, on peut du coup regarder la réponse du tissu en fonction à une longueur d'onde donnée qui va correspondre à la longueur d'onde en fait, de la protéine qu'on a taguée sur la cellule. On peut aller de l'UV jusqu'à l'infrarouge, donc on a un large spectre en fait, de couleurs disponibles, ce qui est assez pratique puisque du coup on peut sélectionner différentes couleurs en fonction du type d'information qu'on va rechercher pour pouvoir reconstruire en fait, des images avec les différentes composantes du tissu. Donc ici, par exemple, on a différents types de protéines qu'on utilise. La DAPI, qui est la bleue ici, elle va taguer tous les noyaux cellulaires. Donc en fait, si vous faites une coloration avec du DAPI, vous allez voir tout le type de cellules, indépendamment de la nature de la cellule, elles vont pouvoir toutes apparaître. Le GFAP correspond principalement aux astrocytes. Donc si on utilise cette protéine, on va voir plutôt les astrocytes. L'IBA1, il va correspondre aux macrophages. Le NUN va correspondre aux neurones, etc., etc. Donc en fait, on peut faire plusieurs bains successifs sur le tissu. Alors il y a certaines limitations, on ne peut pas faire 10 bains successifs et avoir absolument toutes les couleurs. Mais il est possible donc d'imager, de taguer différents types de cellules sur la structure. Et ensuite, si on utilise un microscope à fluorescence classique type 2D comme est présenté ici, on va avoir une information donc, sur la surface et un petit peu en profondeur, mais principalement sur la surface, sur notre tranche. Et récemment, en fait, il y a une technologie qui a été développée, enfin pas très récemment, mais la technologie de microscopie confocale, elle nous permet en fait de faire des scans en profondeur. Donc on peut reconstruire ensuite un certain volume du tissu en faisant une succession en fait, d'images planaires et reconstruire le tissu plutôt en 3 dimensions. Donc à partir d'une tranche de tissu qui fait 10 à 20 micromètres d'épaisseur, on arrive à faire plusieurs analyses, plusieurs scans en, fait, en fonction de la profondeur de la tranche et reconstruire en fait, plus d'informations sur la structure. Donc l'histologie, elle repose vraiment beaucoup sur ces méthodes du choix en fait, du type de protéines, sur quelle partie et sur quelles cellules ces protéines vont se fixer, et ensuite sur le développement de technologies de microscopie fine qui vont nous permettre de détecter les différentes réponses fluorescentes de ces protéines. Maintenant, il y a une technique qui a été développée donc, maintenant il y a une petite dizaine d'années, qui est une technique qui s'appelle la microscopie à feuillet de lumière, qui, elle, est assez révolutionnaire parce qu'elle nous permet d'imager et d'avoir l'information des différentes cellules et de la structure cellulaire en 3 dimensions sans couper le tissu. Et en fait, c'est une technique qui s'appelle la technique, qui est basée sur une technique de transparisation du tissu. Donc le tissu va être au final en 3 dimensions, mais complètement transparent. Ça s'appelle la technique Clarity, qui a été développée donc, par professeur Desselroff à Stanford. Et en fait, la technique est assez complexe au niveau de l'implémentation, mais elle consiste, donc ici vous avez un petit schéma qui montre le protocole en fait, de cette technique, qui consiste au moment où on fixe le tissu dans le PFA, comme on le fait dans toutes les étapes quand on fait une explantation, on va ajouter dans la solution une structure d'hydrogel qui va polymériser avec le PFA dans la structure. Et en fait, l'hydrogel va permettre d'avoir une structure maillée à l'intérieur du tissu qui va maintenir l'intégrité globale du tissu. Ensuite, s'ensuit une étape où on applique un champ électrique pour enlever les composantes en fait, qui empêchent la transparence en fait, du tissu. Donc globalement, on va éliminer en fait, tous les lipides qui sont contenus dans les cellules sans altérer en fait, l'architecture de la cellule, parce que les lipides ont ce rôle de structure.
Et donc une fois qu'on a éliminé les lipides, on a un tissu qui est en 3 dimensions, mais complètement optiquement transparent. Et donc ça va nous permettre ensuite de faire ces images sur tout le volume du dispositif. Donc pour vous donner une idée plus concrète, donc on va commencer par le haut du transparent. Donc là c'est une photo d'un cerveau de souris sans le procédé de Clarity, donc sans la clarification de la structure. Et là c'est le même cerveau qu'on ne voit pratiquement plus une fois que les lipides en fait, ont été enlevés de la structure. Donc là on a un tissu en 3 dimensions complètement transparent dans lequel maintenant on va pouvoir faire une analyse et une mesure optique sur toute la profondeur de l'échantillon. Donc on a quand même une limitation qui est liée à la longueur de champ en fait, des objectifs qu'on utilise en microscopie. Et donc ça marche assez bien dans ces techniques là pour le cerveau du rongeur qui n'est pas très gros. Et donc on peut en fait imager la première moitié du volume, tourner et faire la deuxième image pour avoir en fait une vue 3 dimensions du cerveau. Et donc ce qu'on voit ici dans les images sur la deuxième ligne, donc ça sont des images de fluorescence. Donc ça c'est le Thy1, c'est une protéine qui est fluorescente verte qui peut être intégrée dans tout le système, dans tous les neurones. Donc ici on a une vue de dessus ou une vue de dessous du cerveau avec des vues en coupe et vous voyez qu'on voit du coup toute la réponse du tissu en 3 dimensions. Et ensuite, on peut évidemment détailler certaines sections et certaines zones en fait, de l'image. Et ici, ce qui est très beau, c'est qu'on voit en fait le cortex et l'hippocampe, le thalamus, donc les différentes couches en fait, du cerveau lui-même, avec les projections des neurones, les différentes architectures, etc. Donc c'est vraiment une technique d'imagerie qui permet d'avoir une information non seulement sur le type de cellules, mais aussi sur leur projection en 3 dimensions dans le cerveau. Et donc ça, c'est extrêmement important aussi pour comprendre ce qu'on appelle la fonctionnalité des circuits neuronaux, savoir quelle partie du cerveau est connectée à quelle autre partie afin de réaliser une fonction ou un comportement particulier. Et donc pour donner un autre exemple sur cette technique de microscopie à feuillet de lumière, je vais aussi vous faire voir un exemple qui a été développé par mes collègues à l'EPFL, dans le labo de Grégoire Courtine. Donc on a développé dans notre structure, dans une de nos plateformes partagées à Genève, un de ces microscopes à feuillet de lumière. Et donc là, ici, c'est une photo du microscope qui a été monté. Et ici, c'est le porte-échantillon. Donc en fait, on a des petites cavités dans lesquelles on va plonger en fait le tissu qui a été traité, qui est transparent. Et ensuite, on va le scanner donc, par feuillet, par plan, en fait, et reconstruire les structures. Et donc, mon collègue, c'est un expert sur la moelle épinière. Donc, lui, il a fait une image en fait, complète du faisceau cérébrospinal, donc les faisceaux, les projections neuronales qui vont depuis le cerveau jusqu'à la moelle épinière. Donc, la première étape, ça a été de faire la clarity sur le système central. Donc là, on a un système central global d'un rongeur qui est explanté et en transparent. Et ensuite, on fait le tracé, et là, ils ont tagué en bleu le faisceau corticospinal et en gris le faisceau réticospinal, ce qui permet en fait d'identifier les différents circuits et les différents types de connexions qu'on peut avoir dans cette structure. Et ensuite, on peut évidemment, quand on a la zone en 3 dimensions, on peut aussi regarder en coupe, le long de la moelle épinière, par exemple, le type de neurones et comment ils se projettent à l'intérieur de la moelle épinière. Donc ça, c'est vraiment une technique qui nous permet de comprendre les différentes routes, en fait, les différentes interconnexions que différents types de neurones peuvent avoir dans le système nerveux. Donc ça, c'est pour les techniques qu'on va utiliser pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'interface entre l'implant et le tissu biologique. Donc maintenant, on va revenir un petit peu à des analyses de cette interface. Et la première chose qu'on peut essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on insère quelque chose dans le cortex et ensuite on l'enlève. Donc c'est un peu comme si on mettait un coup de couteau dans le tissu, puis on regarde si ça laisse une cicatrice. Donc ici, cet exemple correspond à
un implant qui est fabriqué en silicium, donc c'est une structure qu'on a vue qui est rigide. C'est une puce qui fait 1,2 par 1,2 mm. Et puis, il y a un réseau de 4 par 4 électrodes, donc c'est 4 petites aiguilles, enfin 16 aiguilles, pardon, qui ont une longueur de 1 mm, donc pour pouvoir être insérées dans le cortex. Et on a une distance de 400 micromètres entre chaque électrode. Donc le protocole expérimental ici a été, on insère l'implant, on le laisse 2 minutes et on l'enlève. Et ensuite, on regarde comment le tissu en fait, va se réorganiser et répond à cette insulte. En fait. Et donc ici, vous avez une vue en coupe, donc une section coronale avec un tracé de l'implant. Et on voit, là, il n'y a que les vaisseaux sanguins qui ont été tagués. Et en voyant ça, on n'a pas l'impression qu'il y a eu une perturbation trop importante. En revanche, si on fait des études d'histologie, comme on vient de décrire, après 1 mois, après l'implantation ou l'insertion du dispositif, qu'on a enlevé en revanche, on regarde en fait comment les cellules, quelles cellules peuvent répondre dans l'environnement où avait été inséré l'implant. Et ici, l'analyse est la suivante, c'est qu'ils ont explanté le tissu et ils ont fait des vues en coupe, donc à différentes profondeurs en fait, de l'implant. Donc ici, cette première image, elle est immédiatement sous l'implant, donc ça va être à la partie la plus haute du cortex. Et on a 2 marqueurs, le CD68 et le GFAP, qui répondent aux macrophages et aux astrocytes, donc les 2 cellules qui sont liées à ces réponses d'inflammation. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une cavité qui s'est formée en fait, sous la base en fait, de l'implant, et on a une activation forte en fait, de ces 2 types de cellules dans le pourtour de l'implant. Si on va un peu plus profond, on voit que cette cavité, donc là on est à 1 mm, donc on est pratiquement à la pointe ici des électrodes. On voit qu'on n'a plus cette cavité, on a toujours un recrutement fort en fait, de ces cellules inflammatoires, mais on n'a plus la perte de cellules qui sont sous l'implant. Et enfin, si on se place au-delà de l'implant, donc là on est 1,5 mm sous l'implant, donc a priori dans une zone du tissu qui n'a pas été en contact et touchée par l'implant, on voit qu'on a une petite inflammation, mais elle est aussi réduite par rapport à la structure initiale ou à la structure qui a été directement en contact avec l'implant. Donc, le fait ici, l'analyse en fait de cette étude est que simplement le fait d'insérer l'implant va générer une première réponse inflammatoire et qui perdure en fait au-delà de la phase aiguë. Donc, on va rentrer là dans la phase chronique de l'implant. Maintenant, l'étude poursuit en faisant la même analyse, mais en laissant l'implant dans le tissu. Donc, on a la même structure que tout à l'heure. On a la même puce, même dimension, même type d'électrode. Et ici, on a fait l'histologie à 4 semaines. Quand on fait l'histologie avec ou à l'issue d'une implantation longue, on a un vrai challenge en fait, d'essayer d'imager avec l'implant. Et ça, c'est dans le cas d'un implant rigide, c'est très difficile parce que quand on fait nos images, on doit faire ces coupes qui font 10 microns d'épaisseur. Et les différences en fait, de rigidité entre l'implant et le tissu sont telles qu'en général, on détruit l'intégralité du dispositif. Donc en fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on explante d'abord l'implant et ensuite on fixe le tissu et on va pouvoir imager. C'est pour ça qu'ici, vous voyez comme des trous en fait, dans la structure, c'est l'emplacement où étaient les électrodes. Donc, même analyse ici, avec quelques marqueurs supplémentaires, en particulier au niveau de recrutement de la vascularisation et autres, et on s'aperçoit que immédiatement en dessous de l'implant, on a aussi cette grosse cavité qui apparaît. Donc en fait, c'est une zone de vide où on n'a plus de cellules. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de neurones non plus qui sont dans cette zone-là. Si on descend, on observe un peu la même chose que ce qu'on a vu suite à l'inflammation. Et si on est au-delà de l'implant, on retrouve un état du tissu pratiquement similaire à celui qui est natif. Donc l'important message en fait, de cette étude, il a été en fait, d'observer ce qui se passait sur la distribution des électrodes. Et en fait, en faisant l'analyse et en quantifiant en fait, l'intensité des signaux lumineux qu'on peut mesurer ici, on peut en fait donc, quantifier le nombre
ou l'intensité de telle et telle protéine. Et en fait, ce dont on s'aperçoit ici, c'est que la zone centrale de l'implant est beaucoup plus affectée par la réponse inflammatoire que la zone périphérique, ce qui est relativement logique puisqu'au centre, c'est là où en fait on a la plus grosse concentration et la plus de densité d'électrodes. Donc a priori, il va y avoir un recrutement plus fort des cellules que sur les électrodes qui vont être sur le pourtour. Mais en fait, du coup, ça renseigne sur peut-être le choix des dimensions et de l'espacement entre les électrodes pour éviter en fait finalement de détruire et vraiment d'affecter un volume non négligeable en fait du cerveau lorsqu'on insère ces électrodes. Donc ça, c'est un exemple d'analyse qu'on peut faire pour comprendre ces réponses immunitaires. Alors ça, j'ai donné cet exemple pour l'implant classique dont je vous ai déjà parlé, qui est le fameux U-Array qui est fait en silicium. Donc c'est une des techniques aujourd'hui qui nous permet de manière le plus avancée en fait, de mesurer sur le long terme l'information corticale. Mais il y a beaucoup d'autres sortes d'implants dont on a déjà parlé. Il y a différentes structures et différentes géométries. Et là, c'est juste un petit résumé en fait, de différentes réponses immunitaires. L'information à retenir, c'est quelle que soit la taille et la forme de l'implant aujourd'hui, il y a toujours une réponse immunitaire. On n'a pas, dans ces exemples-là, jusqu'à présent, quelle que soit aussi l'espèce, donc ici c'est le rongeur, là c'est le primate et là c'est chez l'homme, il y a toujours une réponse immunitaire. Donc on n'a pas aujourd'hui d'approche, à part ce dont je vais vous parler maintenant, qui est vraiment les dernières avancées. Il est très difficile aujourd'hui de développer des implants où on supprime cette réponse immunitaire. Et ça correspond aussi, ça explique ou justifie en partie pourquoi en clinique aussi on n'a pas d'implant de mesure. Je crois que je l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans les cours avant. On a en fait surtout des électrodes de stimulation, comme cette électrode DBS ici. Donc là, vous voyez, la dimension est quand même grosse. Hein. La DBS, c'est un implant qui fait 2 mm de diamètre qui est inséré sur plusieurs centimètres dans le cerveau. Il y a une gaine gliale qui se forme autour de cet implant, mais néanmoins, puisque l'implant est là pour délivrer un courant, donc délivrer des charges dans le tissu, c'est moins critique, même si on a cette petite gaine qui est un peu isolante quand même, enfin qui va réduire en fait le champ d'action, on peut augmenter quelque part le courant dans l'implant pour en fait court-circuiter ou bypasser cette gaine cellulaire et quand même du coup recruter et stimuler les neurones qui nous intéressent. En revanche, si on veut faire de la mesure, plus on est loin en fait, du neurone qui nous intéresse, moins on va pouvoir en fait, mesurer un signal de qualité. Donc c'est un vrai challenge. Donc maintenant, je vais vous parler de techniques qui sont en cours de développement dans les labos pour essayer d'atténuer justement et de réduire ces réponses et ces formations de structures cellulaires autour ou cicatricielles autour de l'implant. Donc en fait, un point en tant que quand on définit ces implants, en fait un point sur lequel on peut vraiment jouer, c'est la dimension et la géométrie du dispositif. Et donc là, il y a une étude qui a été faite par des collègues où en fait ils ont essayé d'observer quelle était la réponse immunitaire en fonction de la taille en coupe, donc la largeur et puis l'épaisseur de l'implant dans le cortex. Donc ils ont fait des électrodes qu'ils ont appelées des PIXI, parce qu'elles sont fabriquées à partir d'un polymère, le polyimide, dont on a parlé, c'est un thermoplastique qui est assez flexible et on peut l'utiliser donc pour former des petites aiguilles. Et que l'on va insérer dans le cortex. Donc toutes ces tiges, tous les implants, donc chaque PIXI fait une épaisseur de 12 microns, mais ils ont deux classes d'implants avec deux largeurs différentes. Donc il y en a un qui fait 30 microns de large, alors que la deuxième génération, elle fait 100 microns. Donc on a un facteur en gros de 1 pour 3 sur la largeur de l'implant. Chacun des implants a été implanté avec exactement le même protocole. Donc ça, c'est un paramètre qui est super important quand on fait nos analyses. Il faut que tout soit extrêmement reproductible. Donc on insère le dispositif dans le cerveau. Ensuite, on l'intègre sur la boîte crânienne. Et ensuite, on laisse l'implant in vivo pour, à certains points dans le temps, explanter et mesurer la réponse immunitaire. Et donc là, c'est ce qu'on observe dans cette structure. Donc là, c'est l'histologie pour des implants à 8 semaines et à 12 semaines post-implantation.
Ça, c'est la Pixie 30, donc c'est la plus petite, 30 microns de largeur, ça c'est la Pixie 100, donc il y a 100. Et on voit qu'il est clair sur cette représentation. Ici, c'est qualitatif puisque ce ne sont que des images. Mais ensuite, dans le papier, il quantifie en fait ces intensités. Mais on voit vraiment que l'épaisseur, enfin, ce n'est pas l'épaisseur, je vais modifier, c'est la largeur ici du tissu qui va... l'épaisseur du tissu cicatriciel, elle va vraiment dépendre en fait de la taille et de la géométrie de l'implant. Donc plus l'implant il va être volumineux, plus il va déplacer en fait les tissus, plus la réponse va être forte. Donc ça, c'est une manière de quantifier. Donc ça penche vers une structure où si on peut miniaturiser au maximum les dispositifs, on devrait pouvoir générer de moins en moins de réponses. Donc c'est ce qui a été fait en fait assez récemment par des collègues à Boston, où ici, ils sont partis du principe en disant si on arrive à designer une électrode qui a exactement la même géométrie que le neurone lui-même, c'est-à-dire ils ont pris un neurone classique en disant voilà, le soma fait à peu près 20 microns de diamètre, ensuite l'axone, lui, il fait quelques micromètres sur plusieurs dizaines de micromètres de longueur. Si on arrive à faire une électrode qui ressemble à ça, peut-être qu'on aura une réponse réduite du système. Donc ils ont caractérisé tous ces développements et en particulier, ils ont évalué les contraintes de déformation en flexion. Ils ont comparé même cette rigidité flexurale de l'axone, donc lui-même, le tissu biologique, et ils ont essayé d'optimiser les dimensions de l'implant jusqu'à ce qu'ils matchent, en fait, qu'ils atteignent les valeurs de l'axone. Et donc, ils ont trouvé une combinaison de paramètres pour faire cet implant qu'ils appellent le NUI, qui est à partir d'un polymère qui est la S8, c'est une résine, une époxy qui est assez rigide, mais qu'on peut travailler de manière très fine, donc avec des grilles, en fait, ici, qui sont de l'ordre du micromètre. Donc là, on a une grille. Et sur chacune de ces grilles, donc c'est une de ces pistes en fait, et ils ont distribué des électrodes sur cette grille. La raison pour laquelle c'est une grille, c'est en fait pour pouvoir manipuler l'intégralité de la structure, parce qu'un petit fil de quelques microns d'épaisseur ou de largeur, ça serait impossible en fait à insérer dans le cerveau. Donc ils ont développé cette approche. Ils ont développé une technique pour implanter la structure. Donc, ils ont ce maillage, ce micro-maillage qui tient les électrodes. En fait, il est tellement malléable et flexible qu'il peut être inséré dans une solution, en fait, une solution saline, dans une pipette en fait en verre, et que l'on peut ensuite injecter, un peu comme une piqûre, si vous voulez, à l'intérieur du cortex. Et ensuite, une fois que le maillage est inséré dans le tissu, il peut se déployer en fait dans le système, dans le tissu que l'on a choisi. Et donc là, c'est une image utilisant une des techniques qu'on a vues tout à l'heure, donc pour voir en 3 dimensions, où on a en fait en rouge le micromaillage avec les électrodes. Donc là, on voit que chacune de ces petites fibres sont de l'ordre du micromètre, mais elles font plusieurs centaines de micromètres en longueur pour s'insérer dans le circuit. Et ensuite, on voit en vert en fait les différentes populations de neurones dans la structure avec la surface du cortex ici et puis l'implantation en profondeur du système. Donc là, on voit qu'on a une très bonne intégration en fait des deux structures ensemble. Alors là, je dirais c'est un peu triché parce qu'on ne fait que voir que les neurones et l'implant. Donc qu'en est-il des cellules en fait responsables de l'inflammation? Donc ils ont fait les mêmes analyses cette fois en faisant des colorations avec les marqueurs pour les microglies. Et on voit qu'il y a une certaine activation au moment de l'implantation. Et ensuite, au cours du temps, donc ils ont fait les mesures et les études sur le temps. Et ensuite, ils ont quantifié, donc avec ces graphes que vous avez ici, c'est l'intensité en fait du marqueur pour les microglies en fonction du zéro qui correspond à la position de l'implant et puis en s'éloignant en fait de l'implant pour voir si on recrute les microglies sur l'épaisseur. Donc, les différentes couleurs correspondent aux différentes profondeurs, donc aux différents types de tissus que l'implant va rencontrer. Donc on voit évidemment qu'immédiatement à la zone d'implantation, il y a un recrutement à l'instant T, enfin au début, aux 2 jours, de ces microglies. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fil du temps, en fait, on n'a pas
le recrutement continu de ces microglies qui forment la structure cicatricielle. Donc en fait, ça démontre qu'on a une très bonne intégration en fait, du dispositif très miniaturisé dans la structure. Donc ça, c'est un exemple d'une direction où l'ultra-miniaturisation peut aider à répondre à la biointégration. Il y a une approche assez similaire qui a été développée il y a 1 ou 2 années par un groupe au Texas, où là aussi, ils ont utilisé donc les techniques de microfabrication pour fabriquer des toutes petites électrodes. Donc ici, vous avez des électrodes. Donc là aussi, c'est le haut de l'électrode et toute cette zone en fait, est insérée dans le cortex. On a une matrice ici de 8 par 8 filaments et sur chacun de ces filaments, il y a 16 électrodes. Donc là, on a sur 1 mm3, en fait, on a 1000 électrodes qui sont intégrées ensemble dans la structure. Mais en fait, il faut imaginer que ces petites structures, c'est un petit peu comme des cheveux. Ils sont extrêmement mobiles puisque dans les dimensions, on a des structures qui sont de l'ordre de la dizaine de micromètres. Donc là aussi, ils sont partis sur le principe que la section en fait, de l'implant ne devait pas être supérieure à la taille du cœur du neurone. Et les techniques qu'ils utilisent aussi de l'époxy, de la SU8 et la métallisation classique, soit de l'or et du platine pour faire leurs mesures. Le challenge, comme pour l'autre technique tout à l'heure, c'est lorsqu'on a tous ces petits fils d'électrodes, comment est-ce qu'on les insère? Donc les techniques ne sont pas... on utilise des gels biodégradables pour aider à l'insertion des tissus, et ça, c'est encore des choses qui doivent être améliorées. Néanmoins, si on regarde, ils ont implanté donc, les tissus, donc là, c'est une vue en coupe du tissu où on a le carré blanc ici qui correspond à la zone globale qui a été insérée, en photo classique et ici avec une vue en histologie. Donc on ne voit pas particulièrement de recrutement de glies. Et ils ont aussi comparé en fait le nombre de neurones dans une zone où il y a en jaune ici, c'est la vue en coupe de l'implant, et une zone où il n'y a pas d'implantation. Et ils se sont aperçus qu'en gros, il y avait pratiquement le même nombre la même densité de neurones dans le même volume. Donc, ce qui est une donnée qui est importante sur l'idée d'intégration, en fait, de biointégration de ces dispositifs. Donc ça, c'est un point, une direction dans laquelle beaucoup de groupes maintenant vont s'orienter pour faire cette étape d'ultra-miniaturisation pour en fait faire coordonner la taille et les dimensions du dispositif avec la cellule et non plus en fait le tissu. En revanche, ce qui n'est pas du tout réglé, c'est les méthodes d'insertion. Ça reste des méthodes quand même très expérimentales, difficilement reproductibles, donc là il y a beaucoup de choses à améliorer. Et si on a des implants comme celui-ci avec plus de 1000 électrodes, en haut, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en haut du système, on a un énorme connecteur qui va nous connecter toutes et chacune de ces électrodes. Donc on n'est là aussi pas complètement miniaturisé, donc on est ultra miniaturisé in vivo, mais on a encore tout ce problème de connectique qu'on a abordé dans les cours précédents qui reste un des challenges principaux pour les systèmes intégrés. Un autre point qui est intéressant à analyser aussi quand on veut améliorer le design de l'implant pour éviter ou réduire la réponse immunitaire est aussi l'effet de l'ancrage de l'implant. Donc souvent, quand on fait un implant à l'intérieur donc un implant intracortical, on va avoir l'implant qui va être fixé sur la boîte crânienne. Donc, ce qui veut dire qu'on a le dispositif qui est bloqué sur la surface de la structure. En revanche, on se souvient que le cerveau, lui, bouge beaucoup. Donc, si on a la structure bloquée, ça veut dire qu'on ne peut que avoir du cisaillement et du frottement en fait, à l'interface entre le tissu qui va bouger et l'implant, du coup, qui est rigide et fixe. Donc, dans cette étude, en fait, ils ont comparé l'effet de l'implantation, de la technique d'implantation et de sécurisation de l'implant dans le tissu. Donc là, il est ancré, alors qu'ici, il est flottant. Donc, on l'a laissé en fait, à la surface du cortex, mais donc il peut bouger en même temps que le tissu. Donc c'est les mêmes électrodes dont on a parlé tout à l'heure, la Pixie avec les différentes largeurs. Et en fait, on voit qu'il y a un effet significatif en fait, entre l'inflammation qui est générée lorsque l'implant est fixé à la boîte crânienne,
alors que quand il est mobile et donc il suit le mouvement, le micro-mouvement en fait, du tissu biologique, on a une inflammation qui va être réduite. Donc ça, c'est un point aussi d'analyse important lorsqu'on va développer ces dispositifs pour que penser à nouveau, en neurotechnologie, il ne faut pas penser qu'à un élément en fait, du système, il faut toujours penser au système global. Et ici, l'ancrage, c'est un point clé, en particulier en ce moment, vu qu'on n'a encore pas à notre époque de système de mesure et de télémétrie qui sont complètement implantables, donc on est obligé de connecter en fait les dispositifs sur un pédestal qui est en général fixé sur la boîte crânienne. Donc on doit prendre tous ces paramètres en compte. Donc on a vu jusqu'à présent donc, quelles sont les réactions biologiques, quels sont les effets en fait, de l'implant et comment est-ce qu'on peut atténuer certaines des réactions. Et maintenant, la troisième partie du cours aujourd'hui, je voudrais vous présenter aussi, parce qu'on a vu les effets que l'implant peut avoir sur la biologie, mais en fait, il y a aussi l'effet inverse. Quel est l'effet du milieu, de l'environnement in vivo? Quel est son effet sur l'intégrité et la fonction donc, de l'implant? Donc en fait, la partie biologique, donc ici on a un schéma avec des vues en coupe pour imaginer un peu ce qui se passe lorsque on insère un dispositif. Donc l'électrode idéale, c'est qu'on insère le dispositif dans le cortex, donc en jaune ici c'est le cortex, les neurones restent à proximité, on mesure et tout ça ne change pas dans le temps. En réalité, on a vu qu'il y avait plein de challenges biologiques, donc c'est la partie centrale, on a vu tout ce recrutement et cette formation de cette tissu cicatriciel autour de l'implant. Mais ce qu'on va voir maintenant, en fait, c'est qu'on a aussi des problèmes qui sont liés aux matériaux, et on a aussi des problèmes mécaniques qui peuvent être induits par l'exposition en fait, des matériaux artificiels au milieu biologique. Et donc comment est-ce que là on va en fait détecter qu'il y a des problèmes? Donc une première méthode, c'est d'utiliser en fait la mesure d'impédance. Donc on se rappelle que l'impédance c'est le paramètre qui nous permet en fait de savoir de caractériser en fait notre électrode. Donc en général, on a eu toujours un spectre d'impédance de notre électrode après fabrication, avant implantation. Et en fait, ce qui est intéressant de pouvoir faire, c'est de faire un monitoring, enfin de suivre cette impédance quand l'électrode est implantée et de voir si dans le spectre de l'impédance, on a des altérations au cours du temps. Ce qui nous permet de voir s'il y a des procédés électrochimiques qui vont varier et donc si par exemple on a un problème de corrosion, un problème de dégradation en fait, de notre encapsulation ou électrique ou du matériau de l'électrode. Donc ici c'est une des rares études qu'on peut trouver où l'équipe a fait un suivi en fait du spectre d'impédance, donc en fonction de la fréquence d'une électrode, et ça c'est chez un patient qui a donc une électrode de stimulation profonde, la DBS, et qui a été utilisée. Et donc là ils ont fait un monitoring de cette impédance sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. Là, c'est une représentation de l'impédance qui est un petit peu différente de ce qu'on avait vu jusqu'à présent, où moi je vous avais montré plutôt le module en fonction de la fréquence. Ici, c'est la partie active et réactive de l'implant qui sont reportées toutes les deux sur la même courbe. Le point important de voir, c'est que, à analyser ici, c'est que quand on est au moment de l'implantation, donc c'est la courbe carrée, on voit qu'au cours du temps, il y a un changement, une réponse, une adaptation ou un changement au niveau des mesures. Et si en général, ce qui se fait, c'est que la prise du spectre total en fait, de l'impédance en fréquence, c'est une mesure qui est pas évidente à mettre en place in vivo, puisqu'on avait vu qu'il fallait trois électrodes pour le faire, et ça prend aussi du temps. Et lorsqu'on fait des mesures en intraopératoire, le temps est toujours extrêmement précieux, et donc on essaie toujours de minimiser le temps où on doit faire des opérations alors que la personne est sous anesthésie. Et donc là, souvent, les mesures aussi qui sont faites, si on ne fait pas le spectre, on fait juste la mesure de l'impédance à 1 kHz. Et donc, c'est une mesure qui est assez du coup, stable et que l'on peut comparer entre différents dispositifs. Et là, tout ça pour dire que dans cette exposition-là, donc cet implant en DBS,
on voit qu'au cours du temps, en fait, on a une augmentation dans les tout premiers jours de l'impédance. Donc ça, c'est probablement lié à la formation de la gaine cicatricielle autour de l'électrode. En revanche, sur le long terme, donc on voit qu'il y a d'abord cette augmentation dans les premiers jours, puis ensuite ça va osciller autour de ces 8 kiloohms dans ce cas-là. Donc ça veut dire qu'on a atteint la zone en fait, stable en fait, de la gaine cicatricielle autour du tissu. Donc ça, c'est une des rares études qu'on peut trouver qui reportent en fait, ces données-là. Mais donc l'impédance, c'est une valeur précieuse en fait, de l'évolution en fait, de l'interface active entre l'implant et puis le tissu. Ensuite, donc là, on va regarder plutôt ce qui va se passer au niveau de l'intégrité en fait, de l'implant. Donc, juste l'image suivante va avoir, on a deux images du cortex exposé. Donc là, il y a une étude où on va regarder quels vont être les challenges qui sont liés aux matériaux même qui constituent l'implant. Donc cette étude a impliqué 2 patients qui ont été implantés avec les implants Utah. Donc ce sont les petits implants en silicium dont on a déjà parlé. Donc ici, c'est des implants qui font en gros 1 mm² en surface, mais on a 100 électrodes qui sont petites aiguilles qui sont insérées dans le cortex. Donc là, on a 2 implants dans le premier patient. Les électrodes sont des électrodes ici qui sont utilisées pour mesurer. Alors, elles sont en platine. Elles sont implantées dans le cortex moteur et puis dans le cas de ce patient, elles ont été implantées sur plus de 2 années. Et dans le deuxième patient, on a 4 implants. 2 sont utilisés pour la mesure sur le cortex sensorimoteur et 2 implants sont eux utilisés pour stimuler le cortex. Donc on a 2 matériaux différents, on a du platine pour l'électrode de mesure et on a de l'oxyde d'iridium pour faire la stimulation. Et ils sont implantés dans 2 zones différentes. L'implant de stimulation est un peu plus petit, il a moins d'électrodes que l'implant de mesure. Donc voilà ce qui a été observé, le type de mesure, enfin, d'analyse en fait, qu'on fait après post-implantation. Donc on voit ici, c'est le cas du premier patient. Donc là, c'est des images à balayage électronique où on voit en fait la pointe de certaines de ces électrodes. Et on voit en fait qu'on a un changement en fait, de l'état de surface des matériaux. Donc ces implants, pour rappel, ils ont un cœur qui est formé en silicium. Ils ont une structure métallique, un film métallique qui va venir couvrir la pointe pour faire l'électrode. Et ensuite, ils ont une couche de polymère, de la parilène, qui permet de faire l'isolation électrique de la structure. Donc là, quand on voit a priori que le parilène il est ici, et puis cette pointe ici, c'est la zone exposée métallique qui va communiquer avec le tissu. Et on voit en fait qu'on a plein de structures qui sont apparues. Les matériaux ont sûrement été endommagés, percés. Et on voit aussi ce type de comportement dans le deuxième type d'implant qui lui est utilisé en stimulation, où on a aussi des structures et l'intégrité en fait, des couches qui n'est pas respectée. Ça, c'est l'image ici en bas est en fait une image de l'implant avant implantation. Donc pour donner aussi une différence entre l'état de la pointe, où on voit bien ici le matériau conducteur par rapport au matériau qu'on a explanté. Ensuite, ce qui est intéressant dans l'étude, donc ça c'est un petit peu, il y a beaucoup d'informations sur ce transparent, donc on va prendre le temps de l'expliquer. Ici, chacun des colonnes ici correspond aux différents implants. Donc P1 correspondant au premier patient, P2 au deuxième patient. Et en fait, ce qu'il faut voir ici, c'est les couleurs. Donc le vert correspond à une électrode où a priori, il n'y a pas de dommage, ils n'ont pas observé de dommages structurels sur l'implant, alors qu'en bleu, ils ont observé un défaut dans la structure, une partie de l'électrode qui est cassée, qui est endommagée. Et donc là, c'est vraiment des données brutes et ça vous démontre qu'en fait, quand on travaille dans ce domaine, c'est jamais noir ou blanc. Donc là, on a les mêmes types de technologies implantées parfois dans le même patient, et on a des réponses complètement différentes sur la stabilité du dispositif. Donc là, par exemple, on a cet implant-là, il est pratiquement parfait. Il n'y a pas de défaut, la majorité des électrodes restent stables, il n'y a pas de dégradation, alors que dans celui-ci, par exemple, là, ce n'était pas bon du tout.
Et donc ça, c'est des choses on apprend en fait sur le terrain, je dirais. Et c'est en faisant ces analyses et ensuite des observations très minutieuses du dispositif explanté pour essayer de comprendre et de quantifier en fait les challenges qu'on peut observer. Et donc, une fois qu'on a explanté le dispositif, on essaie en fait de remonter en fait à la nature des différents problèmes. Et ici, c'est le même type d'implant, donc c'est aussi un Utah Array, cette fois qui a été implanté pendant 3 ans dans le nerf sciatique du rat, donc c'est le nerf périphérique, mais ce n'est pas le système central, mais les réactions sont assez similaires. Et ici, ce sont des mesures aussi par balayage électronique, mais colorisées pour pouvoir mettre en avant les matériaux qui constituent le dispositif. Donc on a le silicium en vert, qui est en fait le cœur, le matériau de base en fait, de l'implant Utah. En gris, on devrait avoir l'oxyde d'iridium, qui est en fait le coating de l'électrode. En gris, on devrait avoir enfin, c'est pas gris, pardon, c'était un bordeaux très sombre, le parylène. Et ensuite, en violet, s'il reste du tissu résiduel à la surface de l'implant. Donc là, on a différentes zones. Et en fait, ce qui est très frappant dans l'image ici, c'est qu'on voit beaucoup de vert. Donc ça veut dire qu'en fait, on voit le silicium qui apparaît. Et alors que le silicium, il devrait être juste là pour la structure en fait, de l'implant. Et on devrait ici être complètement recouvert par le parylène, donc le rouge ou le bordeaux. Et les pointes devraient être toutes grises avec l'oxyde d'iridium. Donc en fait, ça veut dire que ici, on a une disparition, donc soit une corrosion complète, soit une délamination du matériau qui fait qu'elle est plus... le matériau a disparu ou est craqué et endommagé. On a aussi dans le parylène des structures craquées, ce qui veut dire qu'on a aussi beaucoup de stress mécanique qui apparaît en fait au cours du temps dans la couche, qui peut aussi être lié à un environnement chimique qui peut induire aussi une corrosion locale du matériau. Donc ça, c'est l'observation qui est faite post-explantation. Donc évidemment, une fois qu'on fait ce type d'observation, on va essayer de reproduire ou trouver des techniques pour reproduire le vieillissement in vitro, donc cette fois sur la paillasse, pour essayer de comprendre quels sont les phénomènes, qu'est-ce qui peut avoir déclenché ces problèmes de crack ou ces problèmes de délamination. Donc une technique qu'on utilise souvent, c'est du vieillissement dans des solutions salines. Donc la solution saline, quand on plonge l'implant dans une solution saline qui va ressembler, qui a le même pH que le milieu extracellulaire, à 37 pour préserver les conditions. Donc là, on voit l'implant avec les bonnes couleurs cette fois, où le parylène est partout en rouge, où on a les pointes grises qui correspondent à l'électrode, et on ne voit pas le silicium. Donc ça, c'est ce qu'on veut obtenir. Et ensuite, on va observer comment le dispositif va évoluer, comment sa structure va évoluer dans le temps lorsqu'on l'expose soit donc à une solution saline à 37, et parfois on essaie en fait d'accélérer le vieillissement, et on fait ça en combinant en fait la solution saline avec une solution d'oxydation qui est souvent en fait quand les astrocytes et les microglies sont recrutés pour former la couche cicatricielle autour de l'implant, il dégage souvent un environnement oxydant. Donc on pense aussi que ça peut avoir un effet sur la qualité et l'intégrité des matériaux en fait, de l'implant. Et donc là, on voit effectivement, et la manip se fait à 67 degrés aussi pour accélérer les procédés chimiques. Et on voit là que dans ce contexte-là, donc dans ce milieu oxydant, qu'on a en fait, on retrouve les cracks et les problèmes d'adhésion qu'on a pu observer en fait in vivo à l'explantation des dispositifs. On voit même ici que le parylène il est complètement décollé et on commence à voir le silicium qui apparaît sous la parylène. Donc là, ça veut dire que les matériaux qui sont choisis, les adhésions entre les matériaux qui ont été sélectionnés, en fait, ne sont pas suffisantes pour tenir en fait, le milieu oxydatif qui est activé par l'inflammation. Donc, ça ne donne pas une solution, mais ça donne au moins un point d'analyse en disant qu'il faut trouver une alternative, soit améliorer l'adhésion entre les couches, soit changer peut-être de matériau pour faire l'implant ou pour faire l'encapsulation électrique de l'implant.
Et enfin, le dernier exemple que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment sur la stabilité et sur la performance en fait, de l'implant sur le long terme. Donc ici, l'étude est la suivante. Donc là, c'est dans le cas d'implantation de 2 primates non humains qui ont de multiples implants Utah. Donc ils en ont même jusqu'à 16, donc c'est vraiment une expérience ultime qui était pour analyser en fait le cortex visuel, donc c'était pour comprendre en fait toute la connectique au niveau du cortex visuel. Ça, c'est juste pour vous donner une idée de à quoi ressemble le pédestal, donc le connecteur qui est fixé sur la boîte crânienne. Donc ici, c'est un mock-up de la boîte crânienne avec l'endroit où on va fixer en fait tous les câbles en fait des différents Utah, et donc c'est chacun de ces électrodes est ensuite inséré dans le cortex. Donc là, c'est une vue de post-implantation, donc avec l'ouverture de la craniotomie dans la boîte crânienne et l'insertion de chacun des dispositifs. Et donc, avec ces implants, donc ça a été des manips qui sont très long terme, donc il y a eu des mesures sur presque une année, et ensuite, au cours du temps, donc, on mesure la réponse corticale avec le dispositif. Donc là, c'est une représentation de certains des canaux des implants. Donc on voit que lorsqu'il y a une stimulation, donc c'est le cortex visuel, donc où ils appliquent une lumière devant la rétine de l'animal, et ensuite on a une réponse du cortex visuel qui correspond à la période de stimulation. Donc dans la première phase de l'expérience, donc 91 jours, qui est quand même déjà dans la phase chronique, puisqu'on est au-delà des 2-3 semaines, on a une bonne réponse, et à l'issue de l'analyse des signaux collectés par chacune des électrodes, on arrive même à définir les spikes, donc les potentiels d'action qui correspondent à un neurone. Donc on a une bonne résolution de la mesure. En revanche, en répliquant en fait cette manip au cours du temps, là, à 279 jours, donc sur le long terme, on s'aperçoit qu'on a presque plus de signal. Ici, c'est le signal brut sur plusieurs des canaux. Si on zoome, même le MUA, ça correspond à des potentiels de plusieurs unités, donc plusieurs neurones, vraiment très peu de signal, et on a du mal à distinguer le spike individuel. Donc ça veut dire qu'il y a eu une énorme dégradation en fait de la condition de mesure et de l'environnement autour de l'électrode. Donc en fait, ils ont essayé aussi d'analyser de manière plus quantitative ce qui se passait. Donc ils ont fait ça. Donc chaque carré ici correspond à un des implants. Et pour la phase de 91 jours, et puis la même chose, mais plusieurs mois plus tard. Donc la partie du haut du transparent correspond à la mesure des potentiels, donc qu'est-ce qu'on mesure comme information corticale. Donc le bleu correspond à on ne mesure pas grand-chose, au jaune qui correspond à un signal fort en fait, de réponse du cortex. Le fait que celle-ci soit moins, par exemple cette rangée du haut ici soit bleue et là jaune, c'est lié à l'expérience où le cortex visuel, en fait ces implants-là, ils sont plus sur la partie du cortex visuel qui était recrutée pendant cette manip. Donc ce qui est important de comparer, en fait, c'est comment la performance évolue dans le tôt et tard dans le temps. Et on voit en fait que toute l'activité qui était détectée en début de l'expérience, effectivement, ce n'est pas juste une électrode, mais ça se généralise sur pratiquement tous les implants qu'on a dans l'analyse. Et ça, sur les 2 animaux, c'est à peu près c'est la même réponse. Et pour compléter et confirmer quelque part en fait, ce qu'on observe ici, ils ont aussi mesuré l'impédance de chacune des électrodes. Et là, ici, pour l'impédance en vert, les valeurs d'impédance sont basses, et en rouge, les impédances sont élevées. Donc on voit qu'on a aussi une évolution des impédances au cours du temps pour les dispositifs. Et en fait, plus l'impédance va être basse, c'est-à-dire plus elle est verte, plus a priori, ça veut dire qu'on a une surface d'électrode qui est grande. Ça veut dire que probablement on a une délamination ou de l'encapsulation de l'électrode, donc le décollement par exemple du parylène, qui va exposer une surface conductive plus grande que la pointe initiale, et donc l'impédance peut varier dans ce sens-là.
Ensuite, le nombre d'implants a été très élevé dans cette expérience. Donc, la réponse biologique des tissus à cette implantation a été aussi très sévère. Donc ici, c'est les tissus explantés. Le tissu est juste fixé, donc on voit qu'on a énormément de gliose autour et à l'intérieur et entre chacun des implants Utah. Et surtout, on voit qu'il y a une énorme cavité qui a été créée en fait, dans le cortex, liée en fait, à l'intégration de ces dispositifs. Donc ça, c'est des mesures importantes qui nous permettent d'analyser aussi l'effet de ce type d'implantation. Et la dernière étape qu'ils ont fait dans cette analyse, c'est aussi d'explanter et de récupérer les implants et de conduire effectivement l'analyse de chacune des électrodes. Et on retrouve exactement les mêmes types de dommages qu'on a vus chez l'homme, avec un problème de dégradation de l'oxyde d'iridium sur l'électrode, des cassures même au niveau de l'implant, et l'apparition du silicium, et avoir aussi le silicium, sa surface qui est piquée, donc qui est signe de corrosion. Donc on a un domaine, en fait le milieu biologique est aussi extrêmement agressif pour la partie de l'implant. Donc en fait quand on analyse et on essaie d'optimiser et d'avoir une meilleure bio-intégration en fait, du système, il ne faut pas uniquement travailler sur le design de l'implant en pensant qu'on va essayer de minimiser ce qui se passe dans la biologie. Il faut aussi comprendre la réaction de la biologie pour pouvoir mieux choisir et mieux intégrer les dispositifs. Donc pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, quel que soit le type d'implant qu'on utilise, on a toujours, lorsqu'on insère un dispositif dans le cerveau, on a toujours une réaction biotique et abiotique. Donc les deux parties vivantes, non vivantes du système vont subir des conséquences de l'implantation. On a vu que cette réaction elle est particulièrement critique lorsqu'on fait des implants de mesure qui requièrent une proximité du neurone de l'électrode. On a une encapsulation systématique de l'implant avec une couche cicatricielle qui fait quelques dizaines de microns autour de l'implant. Mais on a vu également qu'il y a des dommages qui sont liés à la corrosion et à la délamination des différents matériaux qui vont induire une altération de la fonction finalement de l'implant puisqu'on ne peut plus mesurer et on fait varier aussi l'impédance du dispositif. On a évoqué différentes pistes pour essayer d'atténuer ces problèmes de biointégration. La miniaturisation semble un bon paramètre qui n'est pas sans challenge puisque en fait, il faut trouver maintenant des méthodes robustes pour manipuler ces dispositifs qui sont à l'échelle du micron. L'adhésion entre les matériaux qui sont utilisés pour faire ces dispositifs est loin d'être optimisée encore aujourd'hui. Donc peut-être qu'il faut trouver d'autres matériaux, peut-être qu'il faut améliorer certains des procédés d'intégration et évaluer aussi d'autres matériaux, peut-être des gels, des matériaux qui puissent avoir aussi une meilleure compatibilité avec la biologie. Donc voilà un petit peu l'état de l'art, je dirais, sur où on est aujourd'hui sur ces techniques de biointégration. Voilà, je vous remercie pour votre attention.